Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des fronts majeurs de conflits qui nous occupent aujourd'hui. Alors il y en a à mon sens essentiellement deux. Il y en a un qui est bien évidemment visible à travers l'opération spéciale lancée en Ukraine par Poutine il y a quelques années maintenant. Alors on va pas parler d'Israël et puis de son nettoyage ethnique en cours, mais le second front, c'est celui au final qui devrait occuper tous les esprits, puisque c'est cette fameuse guerre qui est entreprise contre les peuples. Alors là, il y a quand même des informations qui sont intéressantes, et notamment, alors ça date pas d'hier, évidemment, mais on a vu quand même depuis 2020 un petit événement mondial, on va dire, qui a des incidences en termes de santé sur les populations, notamment occidentales. Donc on va faire un petit retour là-dessus. Alors, on a dernièrement, effectivement, l'élection du nouveau président américain, Donald Trump, qui entrera en fonction vraisemblablement, enfin on espère du moins, au mois de janvier prochain, et comme on va le voir avec les événements récents, eh bien, ça peut être encore un peu long, on va dire. Alors, pour résumer un petit peu, cette élection a engendré, on va dire, une vague de satisfaction sur les marchés. C'est très net, quand on ne sait pas, et évidemment, quand on veut s'affranchir un petit peu de la propagande des médias officiels, eh bien, il suffit, comme toujours, de regarder où va le fric. Et quand on traduit un petit peu les mouvements qui se présentent sur les marchés boursiers, eh bien, on a des indications. Et qu'est-ce qui s'est produit depuis cette fameuse élection? On a vu un recul de l'or, qui est assez significatif, de l'ordre d'une dizaine de %. Et en général, alors on a différentes corrélations traditionnelles qui sont associées avec ces mouvements de l'or. Effectivement, la monnaie fiat qui dévalue. On a également cette inflation galopante, l'or étant un H classique, soi-disant. Mais surtout, l'or est pour moi le marqueur d'une défiance envers les gouvernements d'une manière générale, alors que ce soit au niveau politique ou au niveau financier, et essentiellement un moyen de se protéger d'une certaine manière d'un point de vue financier par rapport au risque de guerre, très clairement. Donc ce qui fait que lorsque l'on voit un reflux des cotations de l'or, lors de cette élection présidentielle, ça peut signifier que les marchés envisagent une désescalade. Et effectivement, Donald Trump, lui, s'était positionné en faveur de la paix et d'une résolution du conflit. Là, je parle du conflit ukrainien, en disant, il me semble, de mémoire, que avec lui, ça serait fini en un jour. Voilà. Donc, grosso modo, les marchés se disent, effectivement, le risque de guerre, notamment mondial, avec le bloc eurasiatique et surtout la Russie actuellement, s'éloigne, donc l'or baisse. En parallèle, on voit effectivement les GAFAM qui reprennent du poil de la bête, le Nasdaq, et bien évidemment le Bitcoin qui est, à mon sens, totalement corrélé en termes d'appétit au risque des investisseurs au Nasdaq et aux valeurs technologiques américaines, reprennent du poil de la bête. Donc ça veut dire, on envisage un avenir économique qui va être plus radieux. Alors, ces espoirs semblent s'être, on va dire, relativement évanouis assez rapidement, parce qu'on a quand même toute une clique qui n'a pas envie de perdre la main, on va dire, et Biden, le 17, c'est très intéressant, a donné son accord pour que des missiles à longue portée soient utilisés par les Ukrainiens, ce qui signifie des frappes sur le territoire russe. Alors des frappes avec bien évidemment des missiles et notamment des armes, en provenance des pays de l'OTAN, bien sûr, et donc pilotés vraisemblablement par des techniciens issus de l'OTAN. Le peuple ukrainien, lui, il est encore resté aux armes de l'époque soviétique, plus ou moins, et donc on sait très bien que les armes qui sont fournies sont difficilement utilisables et ne sont pas utilisées par les populations combattantes ukrainiennes, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Donc, ce jeu de dupes on va dire, ne trompe personne. On sait très bien que c'est une guerre par proxy, et qu'effectivement les missiles de conception anglaise et américaine qui ont frappé le territoire russe, ou qui ont tenté de le faire, sont directement pilotés par l'OTAN.
Voilà, et donc ça s'est pas fait attendre. Le 19, évidemment, notre ami Zelensky, cet acteur, on va dire, promu par la CIA il y a quelques années pour devenir président de l'Ukraine, et puis plomber son pays, parce que voilà, les milliers de morts ne reviendront pas, a bien décidé de frapper, d'envoyer des missiles sur le territoire russe. Le 19, très intéressant, conservez en tête ces dates, parce que au niveau de l'analyse, quand on prend un petit peu de champ, c'est assez savoureux. Le 19, voilà. Et la réponse russe, bien évidemment, c'est pas fait attendre. La réponse de Poutine, c'est j'envoie un missile intercontinental qui pourrait contenir, bon là, on a mis de la poudre de perlimpinpin, mais ça pourrait contenir une arme, une ogive nucléaire, en guise de signal. Bon, il y a un discours qui l'accompagne aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire, bah oui, nous, on a des armes qu'on peut utiliser en 2 secondes 12, il y a tout qui saute, et vous ne pouvez pas les intercepter, vous n'avez pas la technologie. Donc là, aujourd'hui, en clair, on a mis de la poudre de perlimpinpin à l'intérieur de l'ogive, mais demain, ça peut effectivement être une ogive nucléaire, auquel cas, si on décide de le faire, on préviendra quand même les populations civiles avant, si elles n'ont pas envie d'avoir trop chaud aux fesses, histoire qu'elles dégagent la zone. Et ceci étant, ça reste aussi une manière de montrer aux pays de l'OTAN qu'ils peuvent aussi se faire eux-mêmes avoir chaud aux fesses. Mais c'est d'ailleurs très intéressant parce que la télévision russe, à ce moment-là, a sorti un reportage en montrant, avec une belle carte, eh bien, les pays qui pourraient être frappés par des missiles russes si, effectivement, la guerre officiellement s'étend. C'est quand même assez intéressant parce qu'on voit, il y a la Roumanie, il y a tous les pays baltes, il y a le Nord, etc. Et il y a l'Angleterre également et la France, bien évidemment, ce qui est logique. On ne peut pas se dire on est à 2000 km, on risque rien. Ben non, la France dispose de l'arme nucléaire, donc elle est un danger potentiel. Bien évidemment qu'elle serait la première à être touchée dans le cadre d'un conflit qui s'étend. Et c'est pas le président. Ça m'a toujours fait sourire les gens qui n'ont jamais eu une expérience directe de la violence, qui n'ont jamais senti dans leur chair ce que c'est que de souffrir vraiment, ils sont toujours les premiers à en découdre, c'est catastrophique à mon sens. Bref, parce que tout ce beau monde, on devrait les mettre sur un champ de Mars, à 5h du matin, face à face, et puis y aller, comme à la belle époque, à la rapière, ou même au pistolet un coup, voilà, on s'arrête au premier sang. Et puis, voilà. Mais au moins, il ferait l'expérience directe de la violence, il serait peut-être moins prompt à envoyer les autres au casse-pipe. Parenthèse refermée. Toujours est-il qu'effectivement, là, on a validation, oui, c'est bien que les Ukrainiens balancent des bombes, voilà. Et tout ça se fait au nez à la barbe de la nouvelle équipe présidentielle américaine qui doit entrer en fonction d'ici quelques semaines. Donc on sent quand même qu'il y a quand même un peu, comme d'hab, un viol des populations. Les populations américaines ont choisi la paix, parce que c'est ce qu'il aurait proposé. Est-ce que ça sera fait? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un positionnement politique qui va en cette faveur. Et là, il y a l'État profond qui dit non, on n'en veut pas, nous, il faut absolument qu'on déclenche la 3e guerre mondiale avant que le switch s'opère. C'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Alors de l'autre côté, on a effectivement la Suède et puis la Norvège, qui, alors pour le coup, eux, sont plus proches de leur population. C'est vrai que si on regarde les informations, en France, on vous parle de conneries, de la neige, de machin, voilà. En Suède, on vous dit non, préparez-vous. Voilà, ils ont édité un magazine en disant, écoutez, voilà, il y a des risques, y compris de guerre nucléaire, voilà ce qu'il faudrait faire, préparez-vous, achetez des pilules d'iode, etc. C'est quand même assez intéressant. Nous, depuis Tchernobyl, on sait qu'on est épargné, c'est l'exception culturelle française. Voilà, en cas de frappe nucléaire, les gens seront en train de regarder la télévision encore en se demandant quel programme TV ou quelle connerie encore passera sur BFM à ce moment-là. C'est quand même assez hallucinant. Voilà. Donc, ceci étant dit, soyons lucides, si ça part complet en cacahuète, je pense que, on sera un peu tous mal. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que du côté russe, Poutine a lancé une opération particulière au niveau de la population, ce qu'il est en train de faire réaliser des abris anti-atomiques portatifs. Alors c'est des petits trucs light, c'est pas évidemment comme les villes souterraines qu'on peut apprécier aux US et puis voire même en Russie probablement,
où l'élite se réfugiera en cas de souci. Non, là, on a des trucs, c'est plus, ça tient plus du conteneur, hein, mais l'idée, c'est de protéger les populations ponctuellement pendant 2-3 jours, une fois qu'il y a le flash, hein, s'il y a un flash nucléaire, voilà. Mais l'idée est louable déjà, hein, on va dire, il y a un risque qui se manifeste, on peut déjà apprécier effectivement comment certains pays traitent leur population. Hein. Alors, il y en a, ils préfèrent prendre l'option autruche née dans le sable, hein, comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe bien. Il y en a d'autres qui anticipent, hein, Norvège, etc. Alors attention, il y a des risques naturels, mais il peut aussi y avoir des risques de guerre, donc préparez-vous, ayez des conserves chez vous, des pastilles d'iode au hasard. Hein. Et puis il y en a d'autres qui prennent un petit peu les devants en disant, bah ouais, on va peut-être faire construire quelques abris pour protéger la population si ça part vraiment en sucette. On voit une différence de traitement assez intéressante. Voilà, donc que dire par rapport à ça? C'est que quelque part, encore une fois, l'humanité se scinde, hein, on a des vats en guerre, hein, les Boris Johnson, qui étaient aussi pro-vax, c'est assez intéressant d'ailleurs, hein, voilà, donc, qui est main dans la main avec notre ami Kill Bill, hein, ils s'inscrivent dans une tradition familiale, hein, parce que bon, les pères de ces deux personnalités étaient eugénistes, hein, voilà, et là, font la promotion de trucs qui sont pas catholiques, hein, la guerre, bon, c'est pas, voilà, surtout quand ça concerne les autres, hein, c'est-à-dire nous, voilà, eux, ils pensent qu'ils pourront être à l'abri de tout ça, et puis à travers les produits, on va dire, un petit peu transformés génétiquement, qui finalement s'avèrent de plus en plus néfastes. Alors nous, on le savait, hein, mais c'est le deuxième front dont je voulais parler aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui bougent, alors évidemment, hein, encore une fois, pas dans les pays de l'exception culturelle qu'on connaît bien, où l'information, évidemment, ne circule pas, avec l'aval du troupeau, bien évidemment, qui ne veut pas voir toujours, alors que, effectivement, à contrario, aux US, il semblerait que la roue commence à tourner, bien évidemment, hein, il y a des commissions d'enquête à haut niveau qui se sont mises en place pour étudier les responsabilités par rapport à cette période du Coco Circus, les produits qui sont pas très catholiques finalement, hein, malgré toutes les promesses qui avaient été faites, et puis à côté de ça, toutes les mesures liberticides, pas très catholiques non plus, hein, qui ressortent plus des républiques bananières dictatoriales qu'on a vues dans l'histoire que des fabuleuses démocraties et constructions démocratiques dont on se targue. Hein, donc voilà. Donc là, ça bouge. Au Japon, ça bouge aussi. Dans certains pays, c'est l'omerta encore, toujours. Hein. Voilà. Mais on trouve quand même des informations. Hein. On voit effectivement que en Angleterre, une étude était sortie qui révèle que, tiens, bizarrement, les gens entre 40 et 70 ans qui auraient reçu 2 doses de vaccin, je ne sais plus lequel, hein, auraient une chute de leur immunité de 40%. Merde, c'est un peu embêtant. Hein, c'est un peu embêtant. Sur le compte Twitter du professeur Raoult, on voit lui-même sort une étude par rapport à la contamination des lots, voilà, à l'ADN. Ça, c'est pas bon non plus, effectivement, ça expliquerait les fameux effets secondaires qu'on observe un peu partout, hein, d'un produit qui ne protège pas du tout, qui n'a rien de son appellation, on va dire, hein, de vaccin, c'est juste un nom, parce que la technologie ne correspond pas à la façon, on va dire, traditionnelle de procéder pour créer ces produits, et qui, par ailleurs, non seulement ne protège pas, n'empêche pas la transmission non plus, mais crée de graves problèmes derrière, hein, dont on ne mesurera, on va dire, les conséquences globales que dans quelques années, parce qu'on a toujours un décalage, hein, évidemment. C'est l'histoire c'est la sempiternelle histoire de la self-défense, hein, et de ces différents temps de la défense personnelle. Hein. C'est-à-dire que vous vous faites agresser, si vous n'avez pas la capacité vous-même de réagir, ce qui est le cas, c'est-à-dire avoir la bonne information, prendre une décision, aller contre le troupeau, voilà, ou vous défendre physiquement face à une agression, si vous attendez que les flics viennent vous aider, ça viendra 1 heure après, dans le meilleur des cas. Hein. Et puis après, vous aurez gain de cause peut-être au tribunal 3 ou 4 ans après, si vous êtes encore vivant. Non. La self-défense et la défense personnelle, c'est dans l'instant. Vous devez apporter une réponse immédiate à une agression. Là, manifestement, on était agressé par nos gouvernements, on peut le dire, et donc il fallait réagir au bon moment. Donc on pourra effectivement lancer des procès, comme ça se fait aujourd'hui, je crois, aux US. Il y a une personne qui a eu gain de cause parce qu'elle a été licenciée, machin, de façon abusive à cette époque-là. Il y en a d'autres qui ont gain de cause parce que des effets secondaires dramatiques se sont déclarés à l'issue de cette
vax forcé, bref, ça bouge, mais ça bouge lentement. On est en 2024, bientôt en 2025, hein, voilà. Puis encore dans certains pays, comme c'est bien verrouillé, voilà, avant que ça bouge vraiment beaucoup, voilà. Mais on voit que le front de cette guerre, hein, qui est entreprise contre le genre humain quelque part, eh bien, il évolue lui aussi, hein, puisqu'on a des documents qui sortent. Voilà, je vous mets ici, je sais plus sur, je crois que c'est le compte d'un autre médecin sur Twitter, hein, où j'ai trouvé ces informations, et ces contaminations, donc des résultats d'études de différents pays, dans différentes zones, qui montrent que c'est contaminé voilà, à l'ADN, donc c'est pas très bon, hein, voilà, vous injectez ça dans votre corps, c'est pas très bon, c'est qu'au niveau de la bouffe, tout ce qui est produits modifiés génétiquement, eh bien, a des influences sur l'organisme, c'est notablement connu. On est ce qu'on mange, donc si vous mangez un produit qui est transformé génétiquement, et c'est à mon sens pour ça qu'on a des soucis par rapport au blé et au pain, plus qu'avec le gluten, c'est qu'on a affaire à une céréale qui a été transformée de nombreuses fois par la main de l'homme et qui a plus grand-chose de naturel, et donc ça a des incidences sur le fonctionnement de l'organisme, et il y a on va dire une sorte de perméabilité, hein, entre les ADN, voilà, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Donc ça évolue à ce niveau-là. Que dire d'autre? Eh bien, écoutez, encore une fois, on est dans une période qui est assez trouble, et que lorsque l'on dézoome encore un peu plus, hein, au niveau de cette évolution cyclique, eh bien, qu'on regarde les dates, cette frappe ukrainienne a eu lieu le 19 novembre. Le 19 novembre, on est entré dans un cycle astrologique différent. On a Pluton qui revient en Verseau, et c'est une configuration astrale qui, a priori, doit durer une quarantaine d'années, et que l'on a connue la dernière fois pendant les révolutions et américaines et françaises, et qui a engendré, entre autres, après les révolutions industrielles, hein, que l'on a connues. Donc ça veut dire, traditionnellement, Pluton qui entre en Verseau, c'est une manifestation d'une destruction, hein. On pourrait faire le parallèle avec ces théories économiques de Milton Friedman, la création, la destruction, la création, la destruction créatrice, hein, voilà. Donc vous avez l'ancien qui disparaît, qui tend à disparaître dans la violence. Attention, ça ne se fait jamais, on va dire comme ça, en douceur, pour que le nouveau émerge, et on est effectivement dans cette zone de tous les dangers, hein, voilà, comme dit la dernière fois, eh bien c'était, cette configuration était présente aussi à cette époque, hein, donc effectivement les révolutions c'est quand même pas rien, hein, au niveau des pays, et puis des bouleversements technologiques qui amènent à, alors regardez aujourd'hui où on en est, on a de plus en plus de gens qui s'éveillent à ce changement de cycle, on voit bien qu'on est dans un environnement qui est tendu à tout niveau. On voit bien que l'ancien ne veut pas lâcher le pouvoir, hein, et que derrière, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, cette histoire de guerre, on la retrouve plusieurs fois à d'autres moments, même de l'histoire récente, hein, ça correspond effectivement à un masque que l'on met pour effectuer un reset, une forme de reset monétaire comme il y a eu déjà avant, avec des monnaies qui disparaissent, puisqu'on arrive à un cycle long terme, où la monnaie papier joue plus son rôle, des pays sont surendettés, voilà, ça fonctionne plus, on le sait très bien, et qu'une bonne guerre, ça permet de relancer la machine, ça permet d'organiser un reset. En l'occurrence, manquant un peu d'énergie, si on pouvait démanteler le pays qui en dispose de beaucoup, ça serait pas mal, hein. Donc voilà, les vues se portent vers là, puis derrière, eh bien, passer la période de chaos organisé, hein, après revient l'ordre, hein, mais cette période de chaos organisé permet de mettre un couvercle là-dessus, permet d'organiser un reset, puis derrière on vous mettrait la carotte correctement avec les monnaies numériques de banque centrale, couplées à l'identité numérique qui permet de contrôler le bétail correctement, encore plus facilement que maintenant. Bref, le meilleur des mondes, bienvenue dans le meilleur des mondes, hein, à base de robotisation, hein, Boston Dynamics avance à fond, on va entrer bientôt dans l'ère de Terminator. Ça c'est le plan, hein, ça c'est le plan, et plus on dézoome, plus on se rend compte effectivement de cette énergie, hein, qu'on observe au niveau du mouvement des étoiles, qui en miroir se reproduit au niveau de nos vies, hein, tout simplement. On voit bien effectivement cette violence qui s'installe même au sein des sociétés, hein, tout simplement,
et ce switch qui est en train de s'opérer, parce qu'il y a la volonté, effectivement, d'émergence de quelque chose de nouveau, de neuf, un fonctionnement différent, mais on ne peut pas faire l'économie de passer par cette phase de transition difficile. Donc c'est pour ça, j'en reviens toujours au même, hein, je le ressens un peu partout, les gens cherchent à se préparer, à se dire comment on peut éviter ça. Alors est-ce qu'il faut avoir... Voilà, certains disent ça commence par stocker 3 ou 4 boîtes de conserve, les autres qui ont plus de moyens se disent bah, il me faut 15 passeports pour pouvoir m'échapper à un moment donné, peut-être apprendre à utiliser des armes pour me défendre, peut-être monter, enfin me regrouper sur moi-même et puis créer un abri anti-atomique, machin. Bref, tout ça génère des angoisses, hein, génère des réponses plus ou moins individuelles en fonction des moyens, des envies de chacun. Et moi j'ai envie de vous dire, personne ne fera l'économie de ce changement de cycle, on sera tous touchés d'une façon ou d'une autre, et que comme toujours, ce qui fait la différence dans ces mouvements où finalement on a peu de prise à titre individuel, eh bien c'est l'attitude qu'on aura vis-à-vis de tout ça. Alors évidemment, en fonction des moyens de chacun, des aspirations de chacun, le fait de stocker quelques boîtes de conserve, d'apprendre à se défendre, machin, etc., c'est toujours positif parce que c'est une action. L'action permet de lutter contre l'angoisse, hein, et si vous restez dans l'inaction, vous vous soumettez finalement, et c'est encore plus, ça génère encore plus d'angoisse. Donc, l'action, de ce point de vue-là, est intéressante. Vous êtes proactif par rapport à ce qui se présente, par rapport à ce qui se passe, et ce qui se profile. Mais, à mon sens, il ne faut pas se tromper non plus d'échelle de valeur. Hein. Je veux dire, avant de stocker des boîtes de conserve, j'en reviens toujours au même, il faut travailler sur soi, tout simplement, parce que mon triptyque favori, hein, cette assise spirituelle qui permet de développer un mental fort et puis un physique, on va dire, qui se pose là, ça sera le noyau dur de votre action. Et puis la beauté de la chose, c'est que les bénéfices s'en font sentir, même si vous êtes dans un beau jardin luxuriant et qu'on est en début de cycle. Alors bon, ça vaut toujours le coup de travailler, hein, voilà, vous n'êtes pas dans une optique renfermée sur vous-même. Mais, à mon sens, c'est la base de la base. C'est la base de la base parce que il est toujours facile de se dire, il me manque quelque chose. J'ai besoin d'acheter ceci, cela, j'ai besoin d'acheter des boîtes de conserve pour me rassurer, j'ai besoin d'acheter une arme, de savoir l'utiliser, etc., etc. Je vais m'inscrire dans un cours d'autodéfense, par exemple, donc je vais apprendre des techniques. La vérité de tout ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, quand on revient aux échelles de valeur traditionnelles, et notamment dans les arts martiaux, on dit que le corps est le prolongement de l'esprit. L'arme est le prolongement du corps, et le corps est le prolongement de l'esprit. Donc en fait, tout part de vous, part de l'intérieur. Et ce qui fonctionne, c'est une transformation profonde de l'être. C'est pas apprendre 3 ou 4 techniques de self-défense qui vont vous rassurer sur le moment, parce que vous allez apprendre ça avec des copains, sur le tapis, c'est sympa, etc. Ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas parce que c'est sympa intellectuellement, mais ça n'entraîne pas une transformation profonde de l'être qui vous permettra d'être d'équerre à l'instant T lorsque vous êtes mis sous pression, lorsque vous devez agir et que les forces sont contre vous, que l'environnement est contre vous, que vous n'êtes pas préparé, que vous n'êtes pas dans un environnement habituel, que voilà, tout simplement. Et donc, il faut rechercher ça, il faut rechercher cette transformation profonde qui passe par effectivement un travail sur le physique, travailler votre mental aussi, le mental se travaille à travers le physique. Lorsque, par exemple, dans certains exercices, on fait un exercice d'endurance où on maintient la posture, par exemple, eh bien, on doit vaincre son envie d'arrêter. Donc, vous travaillez, vous développez votre mental, votre ancrage, et puis cette capacité de concentration, hein, qui est, à mon sens, incontournable, et qui est bien mise à mal de nos jours, parce que les gens n'arrivent plus à se concentrer, puisque voilà, on est sollicité de toutes parts, hein, le cerveau est en permanence sollicité, parce qu'on consomme, on est des consommateurs, hein, donc on consomme du contenu, voilà, faut que ça aille vite, mais on ne va pas à fond dans les choses. Et derrière ça, cette assise spirituelle, encore une fois, empreinte d'humanisme et de connaissance des règles et des lois naturelles et spirituelles qui sont importantes, hein, parce qu'il faut là aussi, hein, comme on est dans les faux semblants et puis ce changement de cycle où tout est inversé,
eh bien, on perd le fil finalement, hein, et puis on prend des vessies pour des lanternes. Alors on se dit, bah, être spirituel, c'est être non-violent. Non, non-violent, c'est inoffensif, c'est pas le cœur du problème. Être spirituel, c'est faire finalement, remplir votre mission et accepter les conséquences de ce que ça implique parfois, même en termes de violence, hein, de violence sur les autres peut-être, et sur vous-même déjà essentiellement, puisque je parlais de transformation profonde de l'être, ça passe par la souffrance. Je suis désolé, c'est comme ça, la souffrance est un grand enseignant, il faut l'accepter, parce que quand on accepte effectivement cette souffrance à travers les événements de la vie, à travers l'entraînement, à travers les échecs surtout, hein, eh bien ça permet, c'est une source de régénération de l'être, à condition d'avoir compris que c'était une occasion de comprendre et une occasion d'être enseigné, hein, plutôt que comme un accident qu'il faut oublier vite. Voilà, donc on en revient à ça. Ce noyau dur, c'est ce qui peut permettre à un moment donné, eh bien, d'accepter et de surmonter les difficultés liées à ce changement de cycle, là, qui est quand même assez costaud, on va dire, hein. Et puis ces assises, elles sont indispensables, hein. Tout simplement, encore une fois, bien avant le fait de se dire, bah, il faut que je mette à l'abri mon capital, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, j'achète des boîtes de conserve, j'achète un fusil. Mais bon, si vous n'avez pas le mental, ça ne sert à rien, vous allez vous blesser vous-même, hein. On en revient toujours au même. Voilà. Et donc, je vous reconseille une fois de plus, hein, alors tous mes ouvrages sont bons, sont très bons, hein. Vous avez des auteurs, vous allez trouver dans Sanshin effectivement beaucoup de pistes de réflexion par rapport au développement personnel, dans tous les autres ouvrages, et bien évidemment pour travailler, pour développer le corps, hein, aussi. Je pense à l'ouvrage de Pierrot notamment sur la peur, parce que la peur est un élément central. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut réussir à la dominer sans l'annihiler, parce que voilà, c'est un outil essentiel d'alerte, hein, qu'il faut maîtriser. Voilà, et je vous renvoie également à mon dernier ouvrage, hein, Le guerrier éternel, parce que cette assise spirituelle, aujourd'hui on ne peut pas en faire l'économie. Voilà. Donc je vais clôturer là-dessus, hein. Je reçois de bonnes nouvelles de l'imprimeur, hein. La semaine prochaine, on devrait recevoir les ouvrages, donc voilà, je vous tiendrai informé. Les premières expéditions devraient suivre très rapidement, donc c'est plutôt cool. Voilà, gardons les yeux ouverts, observons tous ces mouvements. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti, il faut vraiment voir le grand plan d'ensemble, hein, ce puzzle qui s'assemble, toutes ces pièces que l'on doit assembler, et ne pas se perdre dans ces histoires ces clivages, en fait, hein, que ce soit religieux, culturel, politique même, ça n'a aucun intérêt. Il faut voir le grand plan d'ensemble qui se dessine par rapport à l'humain et les challenges que ça pose dans ce changement de cycle. Voilà, pour pouvoir rester ancré et rester pleinement ce que l'on est, des êtres spirituels incarnés. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à plus.